Bonjour Manu, bonjour Dovan, comment vous allez? Bonjour, super, ça va. Ah, ça va super les amis, ça va super. Alors aujourd'hui, on n'est pas dans un format album parfait, on n'est pas dans des nectars, même si on aurait pu en faire 3, facile 4 avec toi, des albums parfaits d'artistes, parce que finalement, tu es un des acteurs de l'ombre les plus importants qui a existé dans le hip-hop en général et dans le rap français. Merci. Pour citer rapidement, pour ceux qui ne voient pas, Ideal J, Mafia Qu'un Fric, Kerry James, Rimka, 113, Mehdi. Aujourd'hui, tu es formateur dans le basket notamment. Tu as écrit des livres aussi sur ton parcours. Aujourd'hui, on t'accueille pour ce 3e livre, Mental de fer, F-A-I-R-E. C'est très important, le très, F-A-I-R-E. très important. Tome 1. On imagine qu'il y en aura d'autres, mais pour l'instant, on reste concentré sur celui-ci. Fait intéressant, c'est un livre qui ne parle pas de toi. C'est un livre qui parle des autres, et qui parle du parcours des autres et des interviews avec d'autres personnes qui ont réussi ou qui se sont dépassées pour réussir leur projet de vie. Donc ce qu'on s'est dit, c'est quoi? Si vous ne connaissez pas Manu Kay, tapez sur Google, tapez sur YouTube, demandez à ChatGPT. Même lui pourra vous répondre. Ok? Il y a suffisamment de documentation sur toi. Donc on s'est dit, on va prendre un petit bol avec les thèmes qui nous ont parlé dans ce livre-là. D'accord. Pour discuter avec toi et échanger de toutes les thématiques que tu as apprises toi-même via ce livre. Ouais, super. Je suis accompagné de mon fidèle destrier Dovan, évidemment. Toujours. Pourquoi Dovan était important dans cet échange? C'est qu'on a déjà fait des conversations face caméra, une personne, mais c'est vraiment de l'interview, quoi. Et je trouve que son parcours de vie aussi est totalement intéressant. D'accord. Et avait totalement sa place dans cette discussion. Donc c'est pour ça que je voulais que tu sois là, mon ref. C'est aussi pour t'aider à te livrer, parce que je sais très bien que tu auras un peu plus de mal à te Je suis livrer. quelqu'un de si je suis timide. pas là. Bah oui. Je suis timide. Je suis Je là, suis les amis. sensible. Nous sommes ensemble. On va commencer tout de suite. Tu pioches le premier thème et on y va. Allez, c'est parti. La transmission. Ah, cheval de prout, hein. Vraiment, c'est mon dada, ça, hein, la transmission, transmettre. Je pense que c'est l'une de mes plus grandes forces. C'est ce que j'ai fait déjà très jeune, à l'âge de, on va dire, 20 ans, 21 ans. Et j'ai transmis, du moins, ma passion, ce que j'ai appris sur le tas. Je l'ai transmis à quelqu'un, quelqu'un que je voyais en lui une détermination. Comme personne n'avait une détermination, c'est d'abord à Kerry. Petit s'appelle Alex Mathurin, de son vrai nom. Transmission, voilà, j'ai mis mon projet au cœur de l'humain depuis très jeune. Et je suis fier parce que ce projet-là m'a été desservi par ma mère. Transmettre, donner des bonnes choses à des gens bien, à des gens bienveillants. Et puis j'ai trouvé qu'il y avait une certaine richesse dans ce que je voulais transmettre. Et c'était vous êtes passionné de ce que vous voulez faire. Moi, je suis passionné depuis un bout de temps. Je ne sais pas où ça va nous mener, mais voilà. Si vous voulez rentrer dans notre cercle, allez-y. On est parti. Et puis tout était de fil en aiguille, connaître des gens à travers mon passage, construire des choses avec des gens qui avaient une détermination comme moi. Et puis on s'est tous embarqués dans quelque chose où personne n'y croyait dès le début. Et à force de taper aux portes, à force d'y croire, les gens ont commencé à nous croire. Alors qu'au début, les gens même ne voulaient pas travailler avec nous parce qu'ils se disaient que notre musique, c'est un truc de mode qui allait durer 2 ans. Et finalement, c'est les mêmes personnes, 10 ans après, qui ont voulu travailler avec nous. Donc ça fait sens avec ce qu'on avait fait depuis le début, de croire à notre passion. Sans la croyance, il n'y a pas de passion, et sans la passion, il n'y a pas de rêve, tout simplement. Donc c'était vraiment ça qui était les premiers pas. Et je suis fier qu'on me représente en tant que passionné, quelqu'un qui sait transmettre des choses. Limite en tant que grand frère, même. Ouais, voilà, le grand frère, Abdelmalek le dit, Kerry le dit, puis pas mal de gens trouvent ça en moi. Je pense que c'est l'une de mes plus grandes qualités, transmettre, fédérer, quoi. Est-ce que c'est une notion que tu as comprise très vite dans ta vie, ou est-ce qu'à l'époque, pour reprendre l'exemple de Kerry James, est-ce que tu as compris tout de suite que tu étais déjà dans la transmission, ou au début juste tu avais l'impression d'accompagner, de juste être avec lui, et avec le recul tu t'es dit mais en fait je transmettais déjà mon savoir? Parce que des fois c'est des choses qu'on se rend pas compte qu'on est grand frère tout de suite, en fait, c'est avec le recul. Est-ce que tu l'as ressenti tout de suite, ou est-ce que c'est quand
des années après, tu t'es dit, putain, mais en fait, oui. Non, en fait, les trucs, ils étaient tellement naturels, je voulais faire les choses tout de suite. En fait, j'avais tellement d'idées, des choses en moi, c'est des choses que je pouvais pas garder parce que je voulais les partager, je voulais seulement animer le fait que les gens soient autour de nous. Tu vois, quand je rencontre Mistaflo dans les années 90, je le rencontre, je vois qu'il est passionné, il écoute du son et tout. Et je lui dis, t'habites où? Il me dit, j'habite à Orly, ou ça, à côté de chez toi. Viens, on fait un groupe, tu vois. Il y avait tellement d'idées, puis tu peux pas les garder tout seul, les idées. Il y a tellement de choses qui émergent dans ta tête, puis je suis obligé de les partager. Et puis, tu vois, je rencontre ces jeunes qui ont une envie, une passion, qui veulent aller au bout, enfin, faire des choses, s'agripper à quelque chose, et je vais pas les laisser là. Moi, je suis précurseur du truc dans ma ville. J'ai des armes en main, j'ai du son, j'ai une salle. Voilà, j'ai quelques textes pas aboutis, mais on essaie de progresser de jour en jour. Et je lui dis, vas-y, si tu veux, vas-y, commence avec nous. Et c'est quoi la chose, et je pose la question à vous deux, que soit vous avez transmis, et c'est clair pour vous que c'est la chose que vous devez transmettre, un coup vous a transmis, et vous dites, putain, c'est la chose que j'ai bien appris. Je vais commencer par toi. Ça, j'allais dire, en vrai, moi, je vais commencer, parce que pour le coup, depuis tout à l'heure, on parle de transmission, et moi, ça, c'est un truc qui me touche énormément, parce qu'en fait, pour le coup, je suis plus petit de ma famille, ce qui fait que mes grands frères, mes grandes sœurs, en fait, n'ont cessé de me transmettre tout leur savoir pendant toute leur vie. En fait, moi, j'ai vraiment cette approche où je vais énormément piocher, m'inspirer, etc., de mes plus grands. Et en fait, moi, c'est ce qui m'a accompagné en vrai pendant toute ma vie. Le fait d'avoir des grands frères, ça m'a guidé, par exemple, je sais pas, dans la musique, tu vois. C'est eux qui m'ont fait découvrir, en vrai, le rap US, le rap FR, des artistes. Tout à l'heure, on parlait en vrai, le premier son que tu as vraiment maîtrisé de A à Z, moi, c'était un peu pareil, tu vois, avec des 50, etc. Et en fait, moi, c'est ça mon approche avec la transmission. Je pense que j'ai pas encore eu l'occasion de transmettre. Peut-être, c'est déjà arrivé, je sais pas. Mais moi, en fait, j'ai souvent été le petit frère qui va être une éponge, en fait, tu vois. Moi, c'est un peu ça, on va dire, mon rapport à la transmission. Okay. Moi, pour le coup, la transmission, la première chose qui me vient à l'esprit, en tout cas, quand je parle de ça, je pense à ma mère, en fait, pour le coup, qui m'a transmis l'amour pour la musique et l'amour pour le rap français. J'ai j'ai de la chance d'avoir une mère jeune, qui a grandi dans les banlieues. Donc, elle m'a appris très vite ce que c'était que le rap. La culture du hip-hop, en fait, même plus que le rap, c'est la culture globale du hip-hop avec la danse, les graffets, c'est plein de trucs comme ça. Très bon délire, ta maman. Non, c'est vrai, j'ai de la chance. On arriverait, le rap et le hip-hop a tellement perduré qu'on arrive à une époque où je suis un enfant du rap. Tu vois, je suis pas un des fondateurs, je suis un des enfants, voire petits-enfants même, tu vois. Mais j'ai cette chance-là, et cet amour pour la musique, elle me l'a transmis jusqu'à aujourd'hui, et j'ai pas... je commence à avoir envie de transmettre, tu vois, avec ce qu'on fait et tout, des fois avec le média en off, etc. J'ai envie de transmettre et d'aider, mais j'ai toujours ce truc où ça rend d'abord fier ma mère que sa transmission soit accomplie. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et j'ai un peu plus ce truc-là. Du coup, je te rétorque la question, parce que je sais que ta mère t'a beaucoup inspiré aussi. Est-ce que, dans tout ce que tu as accompli, même si ça a pris plus de temps, parce que c'était les débuts, etc., dans la transmission, tu inclus aussi toute cette inspiration c'est exactement ce que vous retracez un peu. Moi, ma mère, c'était surtout dans les valeurs. Et puis la transmission, l'identité, c'est sur mes grands frères, en fait, tu vois. Parce que eux, ils étaient déjà organisés quand ils étaient jeunes, ils faisaient des booms à la maison, ils allaient à Amsterdam, en Belgique, ils allaient dans les soirées. Et moi, je les voyais, j'étais petit, j'avais 7-8 ans, et je les voyais partir le week-end, revenir. Je me disais, mais comment ils s'organisent à faire tout ça? Ils faisaient des tournois de foot et tout, et je me demandais comment ils... Et puis, au final aiguille, en cherchant bien, j'ai compris un peu tout ce sens, tu vois. Il y avait une activité qui était menée en eux, je les voyais... les téléphones à l'ancienne où ça décrochait, ils parlaient aux cousins, je viens chez toi, comment on fait pour samedi soir, et je comprenais un peu le sens. C'était tout comme l'éducation populaire de prône, tu vois. C'était une organisation, des réunions, d'échanges, de partage. Des organisations organisées. Ouais, exactement, voilà. Il n'y a jamais de... Là, maintenant, on t'envoie un texto et tout, mais là, c'était vraiment va chercher l'autre, dis à l'autre que du téléphone arabe, comme on dit. Et j'ai compris ça très vite, qu'il fallait au moins un minimum s'organiser pour faire avec peu, il faisait des grandes choses déjà, tu vois. Et puis ma mère, c'est toute cette identité qu'elle avait entre l'amour qu'elle donnait aux gens, entre l'humilité qu'elle avait, la gentillesse, le sourire, toujours à vanner et tout. Et puis moi, j'étais petit, quand je dormais chez moi,
J'entendais ma mère, elle était en famille, ça rigolait de 8h du matin à 16h dans l'après-midi. Et ça taillait des gens quand la personne, mes cousins au trou, partaient de la maison. Ma mère avec ma tante, elle les taillait. Oui, t'as vu la jupe qu'elle a? Et moi, je dis, mais c'est quoi ces trucs? La vanne fait partie de la transmission. Ah là ouais, la vanne faisait... Oui, mais d'accord. Mais la vanne, c'est une valeur des banlieues, ça. Oui, c'est surtout... C'est surtout sur la bonne humeur, ça. Je pense que ça, c'est une grosse qualité. C'est d'avoir le sourire, s'éclater, ça, c'est de la bonne humeur, mettre la bonne ambiance. Et voilà, j'ai gardé tout ça en moi. Naturellement, tu vois, c'est rentré dans... On dit que ça rentre finalement dans ton âme. Et puis, je l'ai dilué comme ça au fur et à mesure à mes potes. Les potes, voilà, ça se ressent sur mes fréquentations et tout. Et puis, on a gardé ça tout au long de l'existence, depuis petit jusqu'à aujourd'hui, quoi. Que ce soit sur les terrains, en studio, même dans les moments vraiment sérieux, il y a toujours une petite vanne qui glisse pour pas... que les mecs ils soient trop crispés. Donc voilà, c'est toujours un impact d'avoir, comme vous disiez, d'avoir l'influence des grands frères, des mamans, tout ça. Et je pense que c'est une généralité dans la vie, je pense. Ça devrait être une généralité. C'est vrai qu'on le dit pas assez, et en plus, le format de cette vidéo, il est totalement à l'opposé. Mais arrêtez de vous prendre au sérieux, les gars. Ouais, c'est clair. Des fois, un pas de recul, une petite vanne, détendre l'atmosphère. Ok, il y a de la pression. Il y a des vies en jeu des fois, même dans la musique et le sport, c'est quand même des vies en jeu, même si on ne fait pas de la médecine. Mais les gars, et c'est ce qui vous fait des fois être meilleur en fait, d'avoir cette pression qui est relâchée. Ouais. Est-ce que tu veux qu'on passe au deuxième papier? Ouais, il n'y a pas de souci. On va creuser un peu plus loin là. Allez, allez, c'est parti. Plus loin, il doit y avoir les épines à son là, on dirait. Il y a des thématiques assez chaudes. C'est vrai que là, c'était la thématique la plus généraliste qu'on avait, je crois, du paquet. La valeur du travail. Ouais. La valeur du travail. Ouais, excellent. Je pense que... Une notion qu'on retrouve énormément dans le livre. Ouais, la valeur du travail. Surtout, quand on parle de la valeur du travail, on va parler du temps qu'on passe. Ouais. Et surtout quand on est encore, c'est une histoire de passion, de travail. Hein. Quand on est dans la valeur du travail, on ne compte pas les heures, en fait. On ne comptera jamais les heures qu'on passe à se chercher soi-même et chercher... le bon mood pour y arriver. Dans la valeur du travail aussi, la régularité. Cette régularité qu'avait DJ Mehdi, qu'a Kerry James, qu'a les grands, souvent, je cite eux parce que c'est les gens les plus proches qui sont avec moi, et surtout les grands auteurs, les grands artistes, les grands sportifs, c'est cette régularité qu'ils ont pour y arriver. Tout simplement parce que sans régularité, sans ces valeurs de travail, ben, forcément à un moment, ils n'y arriveront pas au sommet, quoi, tu vois. Et la régularité, elle passe forcément par des moments de down, où ils peuvent se relever et continuer leurs efforts. Et moi, j'appelle ça la discipline. Ah. La discipline, c'est quelque chose qui se construit au fur et à mesure. C'est pas quelque chose qu'on dit à quelqu'un, ouais, on doit être discipliné et tout. Et à chaque fois qu'il y a un coach ou quelqu'un qui dit ça, il se dit, oh, attends, arrête-toi. La discipline, ça se construit. On peut pas dire, ouais, il faut que tes gamins en U13, tout ça, soient disciplinés. Non, tu peux pas dire à des gamins, ouais, sois discipliné. Non, le gamin, il sait pas c'est quoi. C'est même un mot qui des fois freine aussi les enfants. La discipline, ça fait un truc un peu dur. Moi, je dis, la discipline, elle se traite, elle s'engage, elle se fabrique, la discipline. La discipline, c'est quelqu'un qui peut faire un footing tous les matins pendant 10 minutes, repartir le lendemain 10 minutes et un coup s'arrêter, se dire, ah, j'en peux plus et je le referai demain. Et il repart le lendemain et il s'est arrêté, il a repris, s'est arrêté, il a repris. Et à force, il y arrive à trouver un engrenage. Et même si c'est 10 minutes, il a gagné, let's go, il a gagné. Vaut mieux 10 minutes étalées sur 10 ans que courir 1 heure étalée sur 5 ans. Tu vois ce que je veux dire? Donc on voit une vision longue. Et pour moi, sans la valeur du travail, c'est la régularité, se projeter vers une perspective d'avenir et comprendre qu'il y a un cheminement à travers tout ça. Et comprendre aussi qu'il peut avoir des temps faibles et savoir remonter ces temps faibles, tout simplement. Et en fait, moi, j'ai envie juste de te poser une question. En fait, tout le long de ta carrière, mais que ce soit, les différentes mêmes carrières que tu as pu avoir, comment est-ce que toi, tu as réussi en fait, à t'auto-discipliner? C'est par tout ce qu'on vient de dire avant, tu vois. Comment ma mère faisait avec peu de moyens et arrivait à s'agripper, distribuer, rigoler, malgré qu'elle était franchement malade à un certain moment. Et comment elle a retrouvé ce plaisir, ce sourire, même dans les derniers instants de sa vie, comment elle arrivait à me poser des questions, alors que c'était elle qui était sur le lit d'hôpital.
Et je me suis dit, comment y arriver? Et puis, avec peu de moyens à transmettre, avoir ce sourire, toujours avoir cette force d'aller vers l'avant. Et puis, je me dis, forcément, nous, on a la chance aujourd'hui d'être en bonne santé, de se lever les matins, d'avoir des gens qui nous accompagnent tout à travers nos parcours, de pouvoir prendre le téléphone, s'amuser, envoyer des textos à longueur de journée. Et voilà, on se dit, même si on a eu des coups de mou, parce que des coups de mou, j'en ai eu, moi, il ne faut pas croire que tout a été facile. Sortir un livre, c'est pas facile. Il faut construire, il faut avoir des idées. Des idées, des fois, vont pas être bonnes. C'est pas grave, elles sont pas bonnes. Je l'ai fait, on verra, on va réguler plus tard, c'est pas grave. Et voilà, et puis se dire, voilà, on a... se construire, c'est chaque année, en fait. Tu vois, par exemple, là, on est en 2025. On calcule 2024, il y a peut-être des étapes qui n'ont pas été bonnes. Ça, je le ferai plus. Ça, je le ferai plus. Ça n'a pas été bon. Je recommence. Ça, je vais essayer d'améliorer ça. Et le travail, il est comme ça, au fur et à mesure, quoi. Tu construis ta vie comme ça, et puis voilà. Et puis se dire que cette année, peut-être, on n'aura pas de vacances. Ça arrive. Parce qu'il faut forcer la roue. Et, les vacances, on les prendra plus tard, parce qu'il y a un livre qui sort, il faut le défendre, il faut aller à gauche, à droite. Même des fois, si c'est... à un moment, tu es à Rouen là, et puis dans la même journée, tu dois être à Strasbourg, mais il n'y a pas le choix, donc on va faire tout pour y être, parce que ça a un impact fondamental sur la personne qui veut te faire venir. Il n'y a pas d'autre jour, mais on va tout faire pour y être. Voilà. Moi, j'ai plusieurs questions qui me viennent quand je vois le mot valeur du travail. Pourquoi ce mot? Parce que déjà, c'est beaucoup dit par Zoa, je crois. Ouais, Julien Zoa, qui est l'un de mes meilleurs amis, ouais. Et j'avais une discussion avec toi, Dovan, il y a quoi? Il y a même pas... Avant qu'on lise le livre, où on parlait de notre rapport au travail en fonction des générations. Tu vois, où en fait, tu as vu, nos parents n'avaient pas le choix. Tu vois, ou des fois, quand tu es fils d'immigré, il n'a malheureusement pas le choix d'aller au travail et de retirer ce côté passion pour nourrir sa famille, pour le bien des autres, etc. Et clairement, en fait, tu me disais que toi, la recherche de passion dans ton travail, c'était une quête très, très importante pour toi. Et que des fois, c'était pas forcément compris par tous, mais pourtant, c'est le même sens du travail, tu vois. C'est juste qu'il y en a un, t'es passionné, il y en a un, tu dois te le faire. Ça, c'est la première pierre que j'aimerais lancer. Je crois qu'on va commencer direct comme ça, parce que c'est quand même ton vécu. Donc non, parce que c'est un sujet, moi, c'est un sujet, pour le coup, qui m'a... en fait, tu vois, quand je vous parlais, et quand je te parlais précisément de comment, en fait, j'en suis venu à intégrer le média et à développer, en fait, tout ce qu'on fait aujourd'hui, en fait, c'est vrai que c'est venu juste d'une réflexion où je me disais, mais j'aime pas du tout ce que je fais. J'ai fait des études qui, malheureusement ou heureusement, en fait, m'ont été dictées par mes grands frères. Et en fait, la finalité, c'est que j'ai réussi à avoir mon diplôme, donc c'est très très bien. Mais en fait, quand j'ai réussi à avoir ce diplôme-là, je me suis dit, mais en fait, pourquoi en fait je l'ai fait? Pourquoi en fait franchement, j'avais pas trouvé le sens, je réussissais pas à trouver le sens. Et indirectement, en fait, j'en ai un peu voulu à mes grands frères, parce que le jour où je leur ai posé la question, s'il vous plaît, aidez-moi à trouver mon chemin, en réalité, en fait, ils m'ont dit, va là-bas parce qu'il y a de l'argent, va là-bas parce qu'il y a des opportunités professionnelles. Et en fait, moi, je leur en ai voulu de ne pas avoir eu ce sens de se dire, ok, en fait, qu'est-ce que t'aimes? T'es notre petit frère, donc, premièrement, qu'est-ce que toi t'aimes? Et ensuite, en fonction de ce que toi t'aimes, on va te diriger vers un métier en fait, qui va te faire kiffer tout le reste de ta vie. Et c'est vrai, en fait, que pour moi, en fait, il y a un peu cette dualité entre une ancienne génération qui avait... j'ai envie de dire pour obligation limite en fait de travailler, peut-être par manque d'opportunités. Après là, c'est peut-être toi qui vas un peu plus nous éclairer sur le sujet. Mais j'ai vraiment en fait l'impression que nous aujourd'hui, notre tâche, notre mission, c'est vraiment limite en fait de se battre pour un métier qui va coller en fait qui va en fait tout simplement nous faire vibrer en fait, tout simplement. Chaque jour en fait nous faire vibrer, nous faire se lever le matin et ensuite aller au travail avec toute la passion en fait que l'on peut avoir. J'ai vraiment l'impression en fait, que c'est aujourd'hui ça ma vocation. Et le métier en tout cas que je dois avoir, ce sera en fait un métier de passion. Ouais, c'est ça. Et la valeur du travail, en vrai, elle est encore différente sur plein de points. Je trouve que ça rejoint aussi un peu le côté éducation et transmission. Bien sûr. Parce que pour le coup, moi, mes parents ont eu aussi cette obligation, mais ils ont toujours travaillé. Tu vois. Ma mère aujourd'hui travaille dans ce qu'elle aime, donc elle est totalement passionnée, elle compte pas ses heures, elle adore sa vie. Elle a commencé vendeuse en magasin, qui n'est pas du tout un truc qui la faisait kiffer, tu vois. Ils ont toujours travaillé. Même ma grand-mère a fait des heures sup après la retraite. Tu vois, elle a fait du black après retraite, etc. Et on m'a plus inculqué
travaille plutôt que aime ton travail. Mais comme ils se sont beaucoup donnés, ils m'ont dit, elle va aimer ton travail, va pas faire notre erreur, va aimer ce que tu fais. Tu vois, moi, c'est ma mère qui m'a dit, t'es étudiant en musique, c'est toi, vas-y. Heureusement qu'elle m'a dit ça, parce que si elle me l'avait pas dit, j'aurais pas fait. Tu vois. Heureusement qu'elle me dit cette phrase, qu'elle me l'a dit, avec madame. Mais ça, c'est notre histoire. Et je connais d'autres profils où les gens, ils sont d'abord dans le « je veux aimer ce que je fais et pas me sentir mal au travail ». Et qui du coup ont une autre valeur du travail, qui est d'abord le travail justement bénéfique, passionnel, etc. Et que le côté financier, ils disent, ça arrivera grâce à la passion, un peu finalement ton schéma, est-ce que tu as vécu, est-ce que tu as prouvé, est-ce que beaucoup de gens ont prouvé dans ce livre aussi. Et je trouve que c'est deux valeurs qui s'opposent, alors qu'en vrai peut-être qu'elles devraient discuter un peu plus, tu vois, pour trouver un bien commun. Donc toi, comment tu l'as vu? Parce que tu es d'une autre génération que la nôtre, mais finalement tu es autodidacte un peu comme beaucoup d'entre nous aujourd'hui, tu vois. Ouais, moi déjà pour parler de mes parents, eux c'était par pure obligation, quoi. Dans les années 60, on faisait rien sans travailler, tu vois. C'est le début des bibendums, je sais pas si vous connaissez, ou la débarcation des Antilles qui viennent travailler en France, où on leur promet un job de ouf, avec un appartement de ouf, et finalement ils arrivent l'après-guerre, la reconstruction. La reconstruction, les HLM, les grands ensembles, où on foutait les Antillais au PTT, à la Poste, ou bien dans l'ambulancier en tant que modeste salaire. Mais malgré ça, il y avait quelque chose qui se construisait en France, où eux-mêmes pouvaient faire venir de plus en plus, parce que le travail, forcément, à l'époque, il y en avait énormément. On n'avait pas beaucoup de... On se présentait pas avec des CV, ils étaient force de proposition. On disait, on veut travailler, ok, t'as des mains fortes, t'es costaud, vas-y, va en chantier, va à l'usine. Donc le travail se faisait comme ça à l'époque, tu vois. Et donc ma mère fait venir ses sœurs, ses frères, ses trucs pour retrouver du travail. Et puis forcément, ils se construisent comme ça au final, tu vois. Puis il n'y avait pas, je pense que dans les années 60, 70, il n'y avait pas ces histoires de passion. C'était d'abord travailler pour nourrir sa famille, trouver un bon job, se construire, faire des enfants, etc. etc. Et moi, aujourd'hui, je détermine, après, disons 40 ans après, dans les années, quand je suis né, moi, dans les années 70, 60, 71, 72, tout ça, je pense que nous, d'abord, c'était de transmettre ce que nos frères nous transmettaient, nos parents, comment on les voyait. Nous, on voyait nos parents toujours forts, fiers et tout. Et puis, moi, les difficultés sont nos difficultés. C'est vite passé. Je me suis dit qu'il me fallait que je m'engage dans quelque chose. Sinon, j'allais finir... c'était la passion avant tout. J'étais passionné de quelque chose. Je me suis dit, l'argent, ça viendra après. Je me suis dit, l'argent, ça viendra après. Si j'y arrive pas, j'irai travailler. Mais d'abord, c'était prends ton temps, fais ce que t'aimes. Mais j'avais quand même le soutien toujours de mes frères. Tu as eu la chance d'être soutenu et d'avoir eu ce temps-là un petit peu très tôt finalement. Bien avant beaucoup de gens. Bien avant beaucoup de gens. Avant beaucoup de gens, le temps de me construire, parce que comme je te dis, le métier, en fait, cette passion de hip-hop, tout le monde l'a dénigré dans les années 90, début des années 90. Il n'y a pas de métier. Il n'y a pas de métier de hip-hop. C'est juste c'est un plan. C'est un plan qui vient des États-Unis, qui a fait une petite... qui s'est posé en France avec Sydney qui est passé à TF1. Finalement, ça s'est coupé pendant... Il a fait 6 mois sur TF1 et puis c'est coupé parce que, je sais pas, l'antenne, ça fait trop voyou de la banlieue, nanana. Et finalement, qu'est-ce qu'on démontre? NTM, c'est un groupe assez agressif. On montre quelques mecs de banlieue, Little MC, mais ils n'arrivent pas à émerger. C'est trop profond dans la banlieue. On montre Ministère Hammer, 95 de son. C'est bien, mais ça fait trop Kaira. Tu vois, des mecs qui nous parlent de avec les bras, avec Malcolm X, tout ça. Et où on va là-dedans? Où on va? Voilà, ça se démocratise, ça avance. MC Solar arrive. MC Solar arrive, change l'image du rap avec des textes fondés, des mélodies, des rimes, c'est marrant, on adresse. On va à Jacques Martin, ça fait rigoler, tout ça. Et puis nous, on frappe aux portes, on se dit, personne ne veut de nous, quoi. Qu'est-ce qu'on fait? Par nous-mêmes, on va se créer nous-mêmes. On va forcer la roue et puis on décide d'aller nous-mêmes, quoi. Comme que je fais maintenant, quoi. D'aller construire un disque nous-mêmes, comment on fabrique un disque, être curieux. Voilà, la curiosité nous a amenés au bout de nos projets. On est en quelle année à peu près? On est en 80, non, on commence en 90, moi j'étais précurseur, je commence en 88. Mais c'est qui tes inspirations de l'époque alors?
Parce que nous, aujourd'hui, on en a énormément avec des Jay-Z, avec des personnes comme toi, etc. Dès qu'on parle d'entrepreneuriat, bon, on a quand même une palette de grands. Nipsey, moi c'est. Mais toi, c'était qui tes inspirations? C'est Big Daddy Kane, les gens qu'on voyait à travers des vidéos MTV, des vidéos HF comme ça, VHS. C'est Big Daddy Kane, on voyait c'est NWA, c'était les mecs comme ça qui disaient mais comment ils ont pu faire un clip? Qu'est-ce qu'on s'en foutait? Ce qu'ils racontaient, c'est qu'ils étaient ensemble, ils amenaient une certaine énergie, il y avait une génération qui les suivait, c'était ça qui nous inspirait. On se dit mais comment ils réussissent à faire ça? Ils sont loin, outre-Atlantique, et nous on aimerait faire ça, mais on a des barrières, mais on va essayer de les faire à notre façon, à la française, tu vois, c'était ça le truc. Et puis on creuse, et puis le premier truc c'est de dire ouais voilà, on a formé un groupe, maintenant c'est pour se faire connaître, comment on fait? On ne peut pas se faire connaître comme ça en claquant des doigts. La meilleure façon, c'est de faire un disque. On s'est dit comment faire un disque, on va regarder d'abord qui fait les disques. Ah, il y a lui, il est passé par quel label? Hop, on a la connexion avec ces personnes, et puis voilà, on les rejoint. Voilà, nous aussi on veut faire un disque, comment tu fais là? Voilà. Je pense qu'il faut que les gens faut qu'ils se rendent compte un peu. On est quand même de l'ère avant Internet. Chercher et creuser, c'est vraiment pas facile. Il faut une motivation acharnée, une discipline. Je pense aussi que c'est là où il faut de la discipline. Là, le mot passion, et une vision, une vision aussi. Parce que quand même, c'était passionné. Moi, je suis passionné de water-polo. C'est pas vrai, pas du tout. Mais je suis passionné de water-polo, on va dire. Comment tu peux avoir la vision que ça, dans 5 ans, si tu t'y mets là, c'est là où en fait il faut. Moi, c'est là où c'est vraiment de la passion, mais à un niveau extrême. Parce qu'en fait, pour moi, en fait, tu te tues tellement que ça t'ouvre des portes. Oui, ça rejoint forcément, tu vois, la vision, mais tu t'y crois tellement en ce que t'aimes qu'en fait, au bout d'un moment, tu t'y donnes à 100%. En même temps, on est forgé par ça. Ça nous apprend, c'est une expérience de la vie. Je te dis, se lever tous les jours, 3 fois par semaine. Mentir à sa mère comme quand on va au travail et aller à Colombes chez DJ Mehdi pour faire du son, pour essayer de continuer dans la recherche qu'on a, et mentir à sa mère pendant des années, dire qu'on travaille. Je peux te dire qu'il fallait être passionné. Juste que c'est même pas moi qui dis à ma mère que je fais du son, regarde quand ça commence un petit peu à marcher, c'est les gens du quartier qui la connaissaient tous, mais ton fils il chante. Mais il chante, tu sais pas, il t'a jamais dit. Puis moi, je voulais pas la mettre dans cette sauce de rappeur, tout ça. Et puis après, elle me dit, oui, on m'a dit dans le quartier que tu fais du boudoum, là. Comme à la maison, là, tu sais, le son, là, fais-moi écouter. Elle dit, mais non, c'est pas vrai. Et puis voilà, et puis le jour que ça marche un petit peu, quand j'ai mon premier chèque, et puis j'amène ma mère aux Antilles, c'était un truc de fou, quoi. Tu vois. Mais c'est marrant parce qu'on revient encore une fois, c'est marrant, le thème il va être vraiment très long, mais on revient encore à cette valeur du travail et à ces discussions qui n'existent pas, parce que tu dis, tu mentais à ta mère en disant que tu allais travailler, mais au fond tu allais travailler. Ouais, mais tu vois, au final tu allais travailler, mais au travail, comme elle le pensait. Comme elle le pensait dans les années 60, c'est travail égale argent. Travail au final, tu mentais pas. T'allais travailler. Oui, mais l'argent, j'allais me chercher, en fait. J'allais travailler, j'allais user de ma passion, à savoir, qu'on regardait Mehdi faire ses samples, et finalement, je prends un casque. Moi aussi, je cherche des boucles. Il me dit, tiens, il y a une boucle là. Ouais, putain, elle est pas mal celle-là. Cette boucle, elle va nous servir pour tel groupe, ce groupe. Et qu'on commençait à faire quelque chose d'assez stratégique, tu vois, dans le son. Mais putain, je me disais, quand je vais rentrer, quel bobard que je vais raconter. Mais c'est un travail de chercheur d'or que vous avez fait. Quel bobard que je vais raconter en cherchant. Et je trouve que c'est important de redire que c'est quand même un travail. Parce qu'il y a beaucoup de gens, malheureusement, et avec les métiers artistiques, etc., où des fois on va se dire ouais mais il est fou, il est derrière son PC, il fait rien de sa journée, aujourd'hui c'est un peu ça le truc. En fait le gars il cherche toute la journée, peut-être il se bat tous les jours avec lui-même pour puiser un truc qui va comprendre mieux que toi qui n'aura jamais fait ce travail derrière en face. Et finalement il y a du chemin à travers tout ça, finalement. On dit ça. Allez, on part pour un nouveau papier. Exactement. Alors on va un peu faire style. Sens du sacrifice. C'est très beau sujet. Sens du sacrifice, Parce que ça veut dire beaucoup de choses. Ouais, ça veut dire beaucoup de choses qu'on plaque des fois. Ça rejoint un peu ce que tu disais de mentir des fois pendant 8 ans. C'est un sacrifice. Ça rejoint aussi peut-être des fois malheureusement pas voir sa famille. En tout cas moi je le perçois comme ça dans le papier. De pas compter ses heures parce qu'on est passionné. Mais est-ce que finalement, moi la question que je me pose avec les années, est-ce que
le sacrifice est obligatoire? À un certain moment, ouais, ça dépend où tu veux aller, mais il faut sacrifier des choses pour aller au bout des choses finalement, tu vois. Nous, on faisait des tournées, on dormait peut-être 1 mois chez nous à l'époque. Donc on sacrifiait ces histoires de retrouver sa famille, parfois ses enfants. Et ce sacrifice a été des fois dur à vivre, mais il fallait le faire pour des bonnes causes, tu vois. Si on peut sacrifier des choses, mais s'il n'y a pas une ligne directrice derrière, il n'y a pas la raison pour laquelle tu sacrifies, des fois ça peut tendre des pièges et ça peut faire des retours très 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 impactants sur ta vie, sur la vie des gens proches. Et oui, il y a eu des sacrifices parmi ma construction qui ont été bénéfiques. Il peut y avoir des sacrifices qu'on doit finalement se séparer de certaines personnes qui sont là depuis longtemps avec nous, mais à un certain moment, voilà, les choses ne sont plus possibles. Donc, il y a ces sacrifices de se séparer malgré cette amitié qui est forte. Ça peut être pareil sur les amours aussi. Et ça peut être, des fois, c'est malheureusement sacrifice du boulot, quitter un boulot parce que voilà, il y a autre chose à côté et dire stop, là, j'en peux plus, j'ai d'autres opportunités qui s'ouvrent à moi, j'ai choisi cette voie, donc je suis obligé de tout sacrifier pour ça. Ouais, je pense que c'est des images qui font partie de la vie, il faut vraiment prendre le temps d'y réfléchir. Mais je pense que tout le monde, à un moment de sa vie, passe par là, sincèrement. Est-ce que, et je crois que ça s'entend quand même un peu dans ta voix, ça se voit que tu as changé d'intonation, je pense que ça te touche un peu, j'ai l'impression en tout cas. Est-ce qu'il y a des fois, sans forcément dire le mot regret, mais je vais quand même l'employer, où le sacrifice, en vrai, ça méritait pas de se sacrifier à ce moment-là, ou de sacrifier telle personne ou telle activité? C'est ça, ouais, parce que forcément ça dépend à quelle période de ta vie, parce que des fois on est jeune et on fait des choses qui méritent pas d'être faites, parce qu'on n'a pas pris le temps, parce que cette maturité n'est pas présente encore, et forcément des fois on fait des choses trop rapidement, et puis il y a le regret qui vient derrière, tu vois. Mais la chose est déjà faite, donc on avance comme ça. Et les sacrifices, des fois, c'est pas pour nous. C'est les gens qui ont fait des sacrifices pour que nous, qu'on ait un step-up, tu vois. Toujours, hein, je pense à la mère qui a fait beaucoup de sacrifices pour que j'ai une vie qui déroule avec une vie avec ses valeurs de respect, d'amour. C'était les deux choses qu'elle avait le plus en elle. Et qui est sur moi aujourd'hui, qui vit en moi, c'est ça, tu vois, elle a fait beaucoup de sacrifices pour que j'ai tout ce que j'ai besoin au quotidien, j'ai toujours mangé, voilà, j'ai jamais eu de souci de manger, même s'il n'y avait pas des sous, il y avait toujours à se débrouiller pour qu'on mange, peut-être l'emprunt chez les familles, elle empruntait des sous, on a même mangé voilà, dans une différente précarité, mais il y a toujours eu voilà, le frigo était vide, mais le ventre était plein, comme je dis. Et ouais, le sacrifice, je pense que ça fait partie de la vie, mais des fois, elle peut être très brutale et il faut faire attention. C'est un conseil que je donne aux plus jeunes de réfléchir avant de tout plaquer, quoi. Ouais. Je vais profiter de tout ce que tu as pu dire et du mot. Moi, déjà, pour remercier mes parents, tout simplement. Il faut. Qui se sont sacrifiés tous les deux à leur échelle. Ouais. Mon père, tout comme ma mère, dans des moments de vie différents, évidemment. Et madame, tout simplement, remercier madame c'est la première fois en plus, je pense que je le fais. Mais moi, par exemple, je regrette beaucoup des fois sacrifier les choses. On est dans des métiers de l'entertainment, comme tu as dit, tu vois, il y a des tournées, etc. Moi, c'est beaucoup de concerts où je suis pas là le soir. Où du coup je peux pas regarder une série normalement poser tranquille avec madame ou que même quand on regarde une série j'ai un appel pour une réunion d'urgence parce qu'il y a un problème à gérer et je m'en excuse tellement souvent, je suis tellement dans le regret, en fait je me sacrifie par passion et en même temps à l'instant où je me suis sacrifié, dès que le sacrifice il est fini je regrette déjà, c'est ça. Je suis déjà dans le et des fois je sais que j'accompagne pas assez les personnes que j'aime pour ma passion, mais ma passion qui aussi est mon métier. Et qui du coup me fait dire, si je fais pas ça, je peux pas subvenir à mes besoins ou aux besoins de mes proches. Donc j'en profite juste pour remercier et m'excuser humblement. Après je pense que c'est normal de se sacrifier. C'est vrai.
Mais c'est fou, parce qu'en fait, en vrai, moi, c'est un peu l'inverse. Parce qu'en fait, j'ai cette notion du sacrifice, mais j'ai tellement cette notion de famille que... Tu vois, par exemple, moi, je vais être totalement différent de toi. Je sais, on s'embrouillait pour ça au début. Je vais être totalement différent de toi. Par exemple, moi, si je sais que ce week-end-là, bah, je l'ai consacré à ma famille ou à ma copine, il n'y a rien qui peut rentrer et qui peut me perturber pendant mon week-end. À tel point que ça a créé des discords. Ça c'est vrai, non, mais je m'en souviens. Mais c'est vrai que moi, je suis totalement différent. Mais pourtant, tu vois, je vais avoir ce truc de bon, faut se la donner, etc. Allez, let's go, tu vois. Mais pour moi, en fait, la famille, ou en tout cas les moments que je peux partager avec les gens que j'aime, ils sont trop importants. Ouais, beaucoup plus importants que le charbon en fait, que je vais mettre dans le taf. Ouais. Et après, pour le coup, ça peut me desservir par moment, hein, mais la famille, pour moi, c'est trop important. Ouais. Enfin, les gens, en tout cas, que j'aime, partager des moments avec eux, c'est trop important. Ouais. Je pense que c'est un juste milieu, même avec les années. Hein, parce que finalement, là, il y a un truc que j'ai appris cette dernière année. C'est marrant parce que j'avais parlé du téléphone. Ouais. En vrai, il y a très peu de vraies urgences. Ouais. Il y a très peu de vraies urgences. Ouais, c'est trop important de se le rappeler parce que comme on a des notifs tout le temps, on a tendance, on regarde une série, la notif truc, on regarde comme ça. On y va tout de suite automatique. Et dans un travail où tu dois gérer des choses, tu as tendance à dire si on m'appelle, c'est qu'il y a un problème. Mais le problème, s'il est à 23h, il ne changera pas à 8h du matin, 3 quarts du temps. Clair. À moins qu'il y ait ça en problème de santé, etc. Évidemment. Et en fait, c'est ça, je pense, la jauge du sacrifice, ça se mesure à des fois avoir un pas de recul. Est-ce que c'est nécessaire? Comme tu as dit, c'est bien réfléchir avant. Ouais. Et c'est pour ça que ça m'a beaucoup parlé et touché là, quand tu as parlé de ça. Allez, on enchaîne sur le nouveau thème. La maîtrise de soi. Ouais, la maîtrise de soi. Parce que dans le livre, en vrai, il y a, je ne sais plus quel intervenant, honnêtement, qui parlait de maîtriser d'abord son art, absolument. Et j'ai écrit ce thème, la maîtrise de soi, pour la simple et bonne raison que des fois, on va dire, faut que, tu vois, par exemple, quand tu es à l'école, tu es nul en maths, travaille en maths. Et moi, j'ai appris une nouvelle notion du, si tu es fort en français, travaille ton français. Ouais, c'est ça. Je pense que tu parles d'Olivier Dalmédia. Exactement. Le photographe, Exactement. Maîtrise de soi. Qui parle beaucoup de la maîtrise de son art. Toi, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça? Est-ce que toi, tu as voulu perfectionner ton art, l'art de transmettre, l'art de tout ce que tu as fait dans ta vie? Ou est-ce qu'il y a quand même des choses où des fois, bon, tu avais besoin de prendre plus de hauteur sur d'autres points? Ouais, moi, j'étais toujours j'ai toujours eu cette idée de faire des choses avec passion, comme on dit depuis tout à l'heure, et surtout d'avoir de la créativité, de toujours faire des autres idées qui amènent à d'autres idées, tu vois, de construire mon art un petit peu comme ça, sans me prendre trop la tête finalement, tu vois. Surtout des trucs, je le fais avec le cœur, ça marche. Ça marche pas, tant pis, je ferai autre chose la prochaine fois. Avoir trop de perfection, je pense que c'est une erreur, parce que quand on est trop dans la perfection, on va se tromper et puis on sera toujours à perdre du temps, perdre de l'énergie. Ah, je voulais que ça soit comme ça, c'est pas comme ça. Et finalement, on perd du temps à chercher la perfection. Fais les choses que tu maîtrises du mieux. Voilà. On a tous quelque chose de fort en nous, de bon, où on est bon. Chaque être humain a quelque chose, on se sert de ça. Tu vois, on a la créativité, moi j'adore ça. Dans tout ce que je touche, que ce soit sur des exercices de foot, basket, dans comment j'ai conceptionné le livre, j'avais des idées, puis j'ai été au bout de mes idées, tu vois. Et je pense que l'estime de soi, croire en ce que tu maîtrises, il y a rien de mieux. Et c'est pour ça qu'Olivier, il parle de ça, quoi. Il maîtrise un truc, il n'a pas oui, je suis photographe, ça doit être des photos comme ça, avec je pose mon genou là. Non, il fait comme il le sent, avec son style à lui, et puis voilà, c'est ce qu'il voulait exprimer. Ça me rappelle un autre vécu, pour le coup, sur un autre photographe qui s'appelle David Delaplace, ouais. Qui a ce truc-là où il est totalement autodidacte. Ouais. Je sais pas si je pense que tu le très bien. Qui ne connaît pas David Delaplace, en vrai. Et qui vraiment est autodidacte à fond, et il y a plein de fois où il va se dire j'ai pas appris à l'école, donc j'ai peut-être pas la technique en elle-même, mais j'ai la maîtrise de ce que je veux peut-être donner. Exactement. Alors là, je le paraphrase pas du tout, c'est totalement ce que j'interprète de sa part, de par tout ce qu'il a pu accomplir tout simplement. Et je trouve que ça rejoint un peu ce truc-là de c'est bien d'être perfectionniste, c'est bien d'avoir de la technique, mais avoir la maîtrise de soi et de ce qu'on peut faire et de ce qu'on veut faire, ça te donne toujours plus d'élan que quelqu'un qui a que de la technique mais qui sait pas maîtriser vraiment ce qu'il va faire. C'est encore mieux, ouais. Il y en a, ils ont de la technique de fou, c'est vraiment des ingénieurs de la musique, pas des ingénieurs son, des ingénieurs de la musique,
mais qui par manque de créativité ou de maîtrise de eux-mêmes, ou d'idées, simplement dans le truc mécanique. Je pense que c'est ce qui différencie un technicien d'un artiste, en fait, dans toute forme d'art, même un artisan, tu vois. Un artisan, c'est sa créativité qui paye, c'est pas... c'est la technique avec le... Ouais, c'est surtout être créatif, sortez les idées que vous avez, et puis essayez de les mettre en forme. Et puis voilà, ça fonctionne pas, partez sur autre chose pour développer autre chose. Je pense qu'il n'y a rien de mieux, voilà, quand ça peut être dans la photo, pâtisserie, boulanger, tout ce qu'on veut. C'est ce que j'ai voulu exprimer à travers ce livre, et que Olivier détermine bien ça. Ouais, exactement. Tu veux tirer un autre papier? Ouais. Let's go. Oh, ça a été vite, là. Ouais, parce qu'on avait un exemple très concret, donc on a été très vite. Exactement. Ça va aller. Allez. Oh, c'est long, là. La synchronisation de l'univers. Bingo. Exactement. Ce passage, il vous a plu, hein, ça, c'est un sacré sujet. Pour le coup, en fait, c'est vrai que moi, il m'a plu très personnellement, parce qu'en fait, là, c'est un sujet qui me touche directement. Et pour le coup, en fait, quand je suis tombé sur ce passage-là dans le livre directement, j'ai voulu, en fait, mettre en avant ce sujet-là, parce que déjà, même avant même de parler de ma perception, toi, en fait, qu'est-ce que ça t'évoque, en vrai, la synchronisation de l'univers? Avant de faire ce sujet, c'est des trucs que j'ai vécu, tout simplement. C'est de poser son pied sans savoir trop où aller. Finalement, c'est ce que tu voulais sans s'y attendre. Et tu poses l'autre pied, ça va, et tu continues à avancer. Tu vois que tout se synchronise automatiquement, sans trop savoir pourquoi c'est à ce moment-là, pourquoi tout se crée si facilement. Et finalement, c'est pas toi qui le décide, c'est l'univers, tout simplement. Et je cite des exemples comme l'album de Nas, quand il fait son premier album, c'est quelque chose de très fort, comme Les Princes de la Ville. Et quand les gens te disent ouais, pourquoi vous refaites pas un Prince de la Ville 2? Non, parce que c'était au moment voulu qu'il y a eu cette synchronisation. Et Nas, pareil, tout le monde lui a dit refaire Illmatic 2, il refait. Non, il n'a pas essayé, il a dit non. Quand je suis arrivé, moi, dans le hip-hop, à l'âge de 16 ans, je connaissais rien. C'est quelqu'un qui m'a tendu la perche, j'y étais. Et à ce moment-là, il y a des producteurs qui ont cru en moi. Et à ce moment-là, j'ai greffé mon truc. Mon art, c'était les mots que personne... comment je racontais les histoires. Les gens ils ont été étonnés. Et c'était un moment de ma créativité la plus haute. Et c'était à ce moment-là. Et puis... et peut-être ce moment-là, je ne le retrouverai jamais. C'est ça la synchronisation de l'univers. Sans forcément remettre en question le terme, est-ce que finalement, c'est pas la spontanéité qui joue beaucoup aussi, dans ce truc-là à chaque fois? Que ce soit Nas ou que peut-être Rimka, etc. Tu vois Moi, je trouve que la spontanéité, elle te permet de débloquer instinctivement des choses au final. Tu vois pour pas parler de chance, parce que des fois les gens vont dire mais en fait il a de la chance, il était là au bon moment. Non, c'est ta spontanéité d'avoir dit je vais y aller même si je suis pas censé y aller. C'est de faire sans s'y attendre encore. C'est faire des choses sans calculer en fait. Sans qu'il y ait de calcul, allez je fais les choses, hop c'est l'instant de faire les choses comme ça et puis forcément tout s'emboîte dans des bonnes cases. Et finalement, même quand tu essaies les trucs les plus fous, les plus, tu dis jamais que ça aurait été avec ça, et puis ça fonctionne. Et tu fais waouh. Et quand c'est désynchronisé, quand ça veut pas y aller, quand tu donnes tout, mais que la roue, l'engrenage, il est bloqué là. C'est que c'est pas le bon moment en fait. C'est juste pas le bon moment. C'est pas le bon moment. En fait, dans la vie, je pense que chacun a son moment. Les gens qui réussissent, tu prendras les plus grands artistes, les plus grands, une fois encore. Zidane a eu son moment, CR7 a eu son moment où il était au maximum de sa créativité et par la régularité ça a jamais été dans la baisse mais il a eu son moment de son prime au maximum. Messi a eu son prime et c'était vraiment des fédérateurs de ce sport et qui ont eu leur moment mais par leur vieillesse ils ralentissent un petit peu et c'est d'autres personnes qui vont prendre l'ascendant et tu vois qu'il y a des grands joueurs de foot qui ont eu un certain moment, ils sont tombés dans le down et tu les revois plus mais certains ont leur moment de créativité, leur prime, et tout a une synchronisation dans la vie, tu vois ce que je veux dire. Et par le travail, par la recherche, par plein de choses. Ça permet de tousser pendant cette interview. L'après-accomplissement. Pas mal ça. Ouais, parce que il y a... Alors, autant tu t'en parlais dans les interviews, autant t'en as parlé un peu dans le livre aussi. Et c'est une question que moi, je me suis longtemps posée. Quand tu as accompli ce que tu avais besoin d'accomplir, ce rêve-là, que toute ta vie, tu es en haut, tu le cherches, tu l'as.
c'est quoi le truc d'après? Et moi, je sais que je suis dans le truc d'après depuis 3 ans. D'accord. Ouais. Toute ma vie, je voulais travailler dans la musique. Bon, maintenant, j'y travaille. Bon, ok, maintenant c'est quoi la suite? Et je voulais voir un peu ton impression, parce que toi, tu as eu une reconversion aussi professionnelle. Ouais, ça. Et je pense qu'il y a un après-accomplissement. Ouais. Comment tu as géré cet après-accomplissement? Quel regard tu as dessus avec les années? Ouais. Et aujourd'hui même, tu vois, c'est le 3e livre. Tu vois, finalement, peut-être le premier, c'était l'accomplissement d'écrire un livre. C'est ça, ouais, exactement. Comment on continue? Ouais, après, moi, je suis, on va pas dire que je suis un éternel insatisfait, on va dire je veux aller toujours au bout des choses. Pour moi, c'est juste une pierre que je mets en plus. Mais je pense qu'il y a beaucoup de chemin encore. Donc, je suis pas au bout de l'accomplissement. Mais qu'on fait des choses, ouais, je suis quand même content de les avoir faites parce que j'ai mis du cœur, j'ai mis du travail, j'ai passé du temps. Et je pense que, ouais, il y a un accomplissement par rapport à tout ce que j'ai fait, par rapport aux diplômes que j'ai été chercher, les livres. Jamais, il y a 10 ans, je me serais dit, je vais écrire un livre, tu vois. Et en 2020, je sors Les Biens Sacrés. 2 ans, on va dire 3 ans après, je sors Le Meilleur pour tous. Celui-là, 2 ans après, je sors Mental de fer, tu vois. Et il vient là, l'accomplissement vient avec tout le travail d'avant qu'on a fait, tu vois. C'est pas un livre que j'ai fait depuis 5 ans, c'est 30 ans d'histoire là-dedans. C'est 30 ans, comment appeler les personnes, me poser avec elles, avoir une certaine confiance par rapport aux gens et raconter leur histoire. Ça, il faut une confiance totale et l'accomplissement, il vient de loin. Mais je pense que moi, jamais... mon histoire, je pense qu'elle va bien plus loin que ça, de faire un livre. Je pense que tant que j'aurai pas vraiment les idées, j'ai plein encore d'idées dans ma tête. J'ai plein de projets qui bouent dans ma tête et je pense que jamais ça sera fini, quoi. Mais je suis quand même content d'avoir fait toutes ces choses, quoi. En fait, ce que j'allais dire, c'est que même si tu n'es pas un éternel insatisfait, comment tu arrives à avoir ce truc de... je vais prendre l'exemple comme si c'était moi, d'accord, qui faisait le livre. D'accord. Je vais dire, j'ai mis 30 ans à écrire ce livre. Ouais. J'ai écrit ce livre. Il est sorti. Ouais. Ça y est, il est diffusé. Je souffle un peu, je fais maintenant, qu'est-ce que je fais? Comment tu arrives à rester créatif, en fait, tout simplement? Je vais peut-être pinailler pour rien là, dans cette question. Non, moi, je me dis, voilà, je suis arrivé à faire mon livre. Maintenant, comment les gens vont se l'approprier? C'est ça mon moment de dire, bon voilà, j'ai fini, maintenant comment les gens vont se l'approprier? Quelle perception de moi ils vont ressentir? Et c'est ça mon petit moment, tu vois. Maintenant c'est mon moment de le distribuer, de le faire vivre et d'aller devant les gens, parler de cet accomplissement. Et t'as aucun moment Pablo Escobar? C'est le truc du banc, là, le mec qui attend comme ça, juste en mode, bon bah voilà, maintenant je sais plus quoi. Ah non, justement je suis pas là-dedans, enfin, je suis pas là-dedans, moi j'ai toujours je suis toujours dans le combat, d'aller chercher des idées. Mais tu trouves l'idée... Désolé, je pose vraiment la question, parce que moi, pour le coup, c'est un combat avec moi-même tous les jours de trouver des nouvelles idées, tu vois aussi. Mais j'ai toujours peur de ce moment où je vais être en Pablo Escobar, comme ça, et je vais me regarder, et des fois tu te dis, putain, mais j'ai que 25 ans, et je suis déjà en train de regarder derrière moi. Je pense que... C'est quoi la méthode? Est-ce que juste tu te réveilles avec une nouvelle idée, même pendant que tu es dans le livre, t'en as une autre? Je pense qu'on apprend de tout tous les jours. Des conversations avec les potes, après un podcast, après un film, après un reportage. Et on apprend des choses tous les jours. Même si tu as regardé 3 fois le même podcast, tu le regardes une nouvelle fois et là, il y a un truc qui dit « Ah putain, ça, je l'avais loupé ». Tu apprends tous les jours. T'apprends. Moi, les podcasts, je regarde tous les matins. Tous les matins, je regarde un podcast soit en anglais, soit en français, soit un truc qui m'intéresse. Il y a plein de gens qui sont inspirants, qu'on voit tous les jours. Tu crois, quand tu regardes un podcast de driver, comment il raconte les histoires, tout ça, tu dis, ah putain, l'enfoiré, comment il l'a raconté celle-là. Il dit, attends, il a vraiment raconté. Des fois, je dis à Driver, tu l'as vraiment fait ça, parce que tu as raconté. Il me dit, ouais, d'accord. Et t'apprends toujours quelque chose, tu vois. Le livre de Driver, pour le coup, il est très bien vis-à-vis de ça aussi. T'apprends toujours. Et puis moi, c'est ce qui me dit, c'est pas mal ce qu'il a fait là. Putain, je creuse dans ma tête, je dis, voilà, Mental de fer, tome 1, Mental de fer, tome 2. Je suis déjà dans la recherche, me dire, comment il va être le tome 2 ? Quelle trajectoire que je vais amener en plus sur ce livre, si c'est pour faire le même livre, le même format, parler des expériences de chacune. Non, je vais ramener un petit truc en plus, un délai en plus, où on dit, il a fait un petit step-up en plus
C'est ça, moi, mon combat, il est là, tu vois. Chaque jour, c'est d'amener le truc un petit peu plus loin à chaque fois. Tu vois. Donc s'inspirer, transmettre, c'est un peu ta clé à toi pour l'après-accomplissement, dire bon en fait il y a encore une autre pierre à faire, il y a encore une autre pierre. Moi je prends ce conseil de fou parce que c'est celui dans lequel je suis bloqué depuis 2 ans. Ça fait 200 000 €, voilà. Ah, merci. Merci beaucoup. C'était un beau sujet. L'adversité. L'adversité, parce que dans ce livre-là, et c'est aussi quelque chose qui moi m'a inspiré, je pense que toi aussi, c'est beaucoup de gens issus des banlieues, issus de minorités, qui ont dû faire face à beaucoup d'adversités dans leur vie, qui n'avaient pas des schémas prédestinés à, entre guillemets. Je pense notamment aux pilotes. J'appelle le pilote à chaque fois parce que ça m'a traumatisé cette histoire. Ce truc du échec scolaire, puis après il a fait BTS, puis il travaillait dans sa truc, et à 37 ans il est pilote. Moi, ça m'a choqué de fou. Et moi donc Il y en a beaucoup en vrai des histoires comme ça. T'as aussi celle de Silas, si je me trompe pas. Silas, qui est pâtissier, et à un moment en fait il dit mais est-ce que vous avez déjà vu un pâtissier renois? J'avoue en vrai quand il a dit ça dans le livre, je me suis dit ok ouais. J'avoue tunisien beaucoup. mais c'est vrai, comment on fait face à l'adversité? Est-ce qu'on doit faire face activement ou est-ce que justement on doit être neutre, prendre du recul et finalement on le combat peut-être pas mieux en ne le calculant pas? Moi c'est un peu la question que je me suis posée au fur et à mesure parce que c'est quand même dans leur vécu, mais ils ont dû le dépasser. Ouais, c'est ça. Pas l'affronter, dépasser le truc, tu vois. Moi, je pense que c'est propre à chacun. Je pense que tu as bien défini l'histoire d'Ariatis. Hein. C'est une histoire totalement folle. Hein. Mais moi, je découvre Harry qui est pilote il y a 5 ans à peine. Quoi. Tu vois, je l'ai rencontré dans mes premiers pas d'entraîneur à Rungis. Et il me dit, lui, il entraînait chez les petits. Moi, je l'entraînais les seniors 2. Et puis, il me dit, cet été, je vais à Orlando. Il me dit, on se connaissait depuis 4-5 mois, tu vois. Et moi, pour déconner, je lui dis, ça y est, t'invites pas, toi. Et puis, il me dit, vas-y, viens. Et puis, je prends un billet, je pars à Orlando chez son père, là-bas. Et après, il me dit, je dois aller m'inscrire à l'université, je fais des cours et tout. Qu'est-ce qu'il me raconte? Il me fait venir, après, il m'emmène à l'université. Et je vais à l'université avec lui, et je vois sur les bancs de l'école, je vois des darons de 50, 60 ans. Ils font quoi, là? Ils étudient, au State, ils étudient, super. Je dis, ouais, c'est ouf. Okay. Et puis lui, il continue son master, il était dans les finances et tout, il réussit son truc. Et un jour, sur Facebook, j'ai eu une perte de vue pendant longtemps, tu vois. Et c'est après le Covid, j'ouvre mon Facebook et je le vois dans une cabine de... Je me dis, s'il fait dans le... Qui est la photo qui est dans le livre. Qu'est-ce qu'il fout dans une cabine d'avion, là? Et je lui parle sur Facebook, je lui dis, Harry, tu fous quoi dans l'avion, là? Il me dit, gros, je suis pilote. C'est quoi, appelle-moi. Il me dit, je t'appelle demain parce que là, je suis en transit. Le lendemain, il m'appelle, tout. Je dis, Harry, t'es sérieux, tu fais quoi? Je lui dis, justement, j'ai écrit un livre, raconte-moi ton histoire. Et on est resté à parler 3-4 heures. Il dit, après les finances, ça m'a dit, comme il racontait dans le livre. Hein. Mais ce qui est très beau, c'est que ça commence avec le fait qu'il regardait les avions petits. Moi, c'est ce qui m'a un peu touché dans ce truc, c'est pas juste, il est devenu pilote, c'est petit, il voit les avions voler, il est un peu rêveur comme n'importe quel enfant finalement. C'est ça. Et à la fin, ça se conclut un peu sur cette histoire. Et pareil, vécu où il commence en disant parcours scolaire chaotique, tu vois, adversité, il a subi le racisme aussi, si je dis pas de bêtises. Surtout même en étant diplômé en tant que pilote. Exactement, il a dû passer d'autres diplômes pour prouver plus aux autres et tout. Toi, du coup, qui as l'occasion d'échanger beaucoup avec lui, son adversité, elle était dans le fait d'affronter ou dans le fait de prouver que... Non, d'affronter. Il était vraiment d'affronter tous ces événements. Parce que, comme il dit, il traînait avec une bande de potes qui avaient toujours ce truc de dire on achète un t-shirt, il me manque 2 €, non, je l'achète pas, prête-moi 2 €. Il était toujours dans ces galères de je le prends, mais il me manque 2 €, prête-moi 2 €. Il a dit pendant 10 ans, j'ai traîné avec des mecs et je voyais que leur vision, elle était que autour, ça tourne en rond. À un moment, il a dû s'affronter et voilà, et passer la barrière, se dire si je décolle pas de là, je vais finir dans la ZUP, je vais rester à Pizza Hut en train de vendre des trucs. Et il a dit, la seule façon, c'est les États-Unis. C'est où les États-Unis, c'est où qu'on a cette richesse de se dire, comme disait mon pote Emeric, demain je vais être président, tu vois. Là, on ose là-bas, tu vois. En France, jamais quelqu'un va dire, demain j'ai envie d'être président. La culture du self-made man, etc. Et au States, on ose se dire, demain, moi je vais être le big boss du quartier, tu vois. On ose se dire ça avec la détermination. Et je pense qu'Harry, à un moment de sa vie, s'est dit,
vas-y, je vais casser les barrières et puis je vais y aller dans tout ce qu'il a fait. Même quand il a ses diplômes de pilote d'avion, quand il reçoit ses diplômes, il a fini haut gradé. Et il y a une boîte qui dit on recherche un pilote, lui il envoie ses trucs, ses documents. Et le patron dit ouais, votre niveau il m'intéresse, vous avez fini haut gradé, je peux vous prendre tout de suite. Et il part à Los Angeles, je crois, si je me rappelle bien. Ouais, c'est à LA, il part. Ouais, je crois que c'est ça. Il part à LA, et puis quand il arrive devant le mec, il y a un espèce de manager à soixantaine d'années. Et quand il s'aperçoit à 100 mètres que c'est un black, son visage, il est... On va pas pouvoir tout prendre tout le temps. Ouais, voilà. C'est ça même, hein, Ouais, qui est dit de temps en temps, pourquoi pas. Ouais. Du coup, il repasse des diplômes pour être Exactement. vraiment en mode, Ouais. personne ne peut me contredire. Mm. Et ça fait quoi? Un autre truc qui est même pas dans les papiers, hein, c'est le fait de se former tout au long de sa vie. Ouais, c'est Moi, ça. c'est quelque chose que j'ai beaucoup appris de toi, déjà, de par toutes les interviews que tu as pu faire et les précédentes œuvres. En plus, c'est le dernier. Hein. Ah, c'est Ça y est. ça. Ouais, c'est comme le bonbon, fais voir. Moi, Ah, j'en tu ai l'as plus. graillé. Moi, c'est Ouais, vrai, j'en ai plus. Tu l'as fumé. Et il le regarde comme un verre d'eau. Il a fumé Ouais, mais moi, je suis triste, moi. sans couvert. Ah, il m'en reste un là. Allez. Je t'en veux? Non, c'est bon, t'inquiète. ça y est. Putain, finalement, je suis le moins Pour gourmand. la dernière, être accompagné sentimentalement. Oh, le meilleur. Pas Ouais, mal, de fou. ça, Moi, c'est- c'est le premier, c'est lourd, hein. c'est le premier Ouais, thème c'est que je me meilleur. suis noté parce que la préface est écrite par ta femme. Ouais. Ouais, Et c'est ça. honnêtement, ça m'a beaucoup touché. Ouais, ouais. Et j'ai beaucoup reconnu le discours que peut avoir des fois ma copine avec moi tous les Mhm. jours quand je suis un peu Ouais. dans un coup de mou, je doute un peu, ou que j'hésite un peu sur moi-même. Et je sais que toi aussi, Dovan, t'as une madame aussi et que t'as aussi un rapport avec ça. Mm. Je voulais juste qu'on en parle. Ouais, J'ai c'est- même pas de questions, j'ai Mm. pas de Ah, trucs. c'est la meilleure thématique. Là, pour moi, c'était la Ah, meilleure. en fait, c'était, elle avait carte blanche. Elle m'a dit ouais, mais je vais te fais ce que tu veux. Parle, il y a Rachid Santaki qui est préface et toi tu viens derrière poser le tampon quoi. Fais ce que tu veux. Et puis elle a comme elle sait le faire. Hein, je lui dis sois vraiment comme je suis. Parle comme je suis et comme tu m'as connu et comment tu m'as vu évoluer. Donc elle a parlé de ça et puis ça m'a. Voilà, j'étais très content déjà. Et je lui dis ouais, je pense que j'ai même pas besoin de le lire. Je sais ce que tu as marqué. Et quand je l'ai relu, j'ai dit ouais, j'en étais sûr que tu avais marqué ça. Ah, tes conneries. Là. Et puis tout le monde dit que c'est bien écrit, c'est vraiment moi, ça me ressemble et tout. Je trouve puis- ça très touchant. Ouais, Perso. ah, merci. Et puis ouais, je lui dirais, putain, non, je lui dirais pas, sinon ça va raconter. Et non, non, mais voilà, c'est vraiment un moment, c'est dans la fin du livre, et je lui ai accordé ce petit passage. Je pense qu'elle le mérite parce qu'on s'est connus quand j'avais des moments de doute dans ma vie où je remontais la pente, et je pense qu'elle est arrivée au bon moment. Et puis c'est un moment où elle écrit une page, plus d'une page, je crois, elle écrit. Une page et demie, deux Ouais, pages. ouais. putain, elle écrit beaucoup. Moi, heureusement, j'ai arrêté, sinon elle aurait écrit tout le livre. Mais en même temps, c'était un bon moment intense, un bon moment de partage. Je pense que elle doit être fière de ce qu'elle a écrit. Puis elle a un peu dilué, montré sur les réseaux, tout ça. Et puis, ouais, si vous avez validé, c'est que c'est Moi, beau. j'aime vraiment bien parce C'est que très touchant. c'est un peu son regard sur toi. Du coup, c'est une manière différente de te regarder, Ouais, je trouve. Mm. Et là où ça fait écho, c'est que j'en parle pas spécialement beaucoup avec toi, mais j'en parle beaucoup avec ma copine, tu vois. pour le D'accord. coup, de putain, mais dès que mon pote il est avec quelqu'un longtemps, ouais. il évolue vraiment. Mhm. Mais il évolue dans le bon. Globalement, c'est globalement dans le bon à Ouais. chaque fois. Ils ont de Mm. la chance, ils trouvent des bonnes personnes. Mhm. Mais il y a vraiment une élévation Ouais. et là pour le coup je suis hétéro donc je parle en tant qu'hétérosexuel mais Ah bon, Une t'es hétéro. non mais une élévation de Ouais. l'homme au masculin Ouais. quand il est accompagné sentimentalement Ouais. par quelqu'un qui l'accompagne vraiment tu Ouais. vois, au quotidien et qui a encore un accompagnement différent de la mère ou de la famille Ouais. ou des amis parce que après je sais pas mais moi il y a un truc où elle connaît des failles qu'il y a que elle qui les connaît quoi. D'accord. Ouais. Et même c'est pas du tout la même humaine, elle fonctionne Ouais. pas du tout de la même Exactement. façon. Et tu as quand même des sentiments pour cette personne. Ouais, et en plus on Donc dit. t'essayes de faire ouais. attention aussi, de C'est pas ça. blesser, donc C'est t'apprends ça. des nouvelles choses sur toi, sur ta manière de communiquer avec les gens. Mhm. Et tu te rends compte des fois que t'es un peu bête ou stupide parce que t'es plus jeune ou que t'es Ouais. dans un autre... Ouais. T'es pas dans la même énergie. Donc moi je trouvais ça très, très touchant. Toi je sais aussi que t'as un... Ah non, mais c'est ça, c'est parce qu'en fait, elle est là pour t'élever. Et... En fait, moi, j'ai vraiment vu un avant et un après la rencontre du coup de cette personne-là. Et c'est vrai que la phrase en fait qui dit que derrière chaque grand homme, se cache une grande femme,
bah en fait elle est réelle. Hein. Ouais. Elle est vraiment réelle, parce que pour le coup, en fait, mais après c'est aussi le sens inverse, mais c'est vrai qu'une femme, en fait, quand elle est là auprès de son homme, et qui, en vrai, elle est là en fait pour t'élever, tout simplement, tu vois. Ouais. Et ça, c'est vrai que je l'ai beaucoup ressenti en fait en rencontrant la personne que j'ai aujourd'hui dans ma vie. Et bah, en fait, je pense que c'est un peu le cas pour beaucoup de personnes dans ce monde. Et voilà, c'est une force énorme en vrai d'avoir quelqu'un à ses côtés. Ouais, c'est une force. Après, on dit toujours qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. On peut dire que cette femme, elle te suit depuis 7, 8, 9, 10 ans. Et puis, du jour au lendemain, tu rencontres une autre femme. Et puis, voilà. Donc mais est-ce que c'est pas parce que l'autre femme, peut-être, t'élève aussi d'une autre manière? Ouais, mais c'est une rencontre qui peut être hasardeuse et que tu flashes. Et puis, tu dis, oh putain, non, mais il y a quelque chose de plus particulier. Et vice-versa. Hein. Elle peut rencontrer un jour un homme voilà, qui a un autre sentiment. Elle se dit, oh, mais finalement, tu vois. Mais donc, profitons de ces moments tant qu'on est ensemble. Continuons à avancer. Et puis, c'est elle qui m'a un peu mis le pied à l'étrier où il fallait faire des choses dans la droiture, de commencer à de bien se mettre en règle au niveau des papiers, d'avoir une certaine rigueur au niveau de tout ce qui est construire des Word, des schémas, des trucs et tout. Et à partir de là, quand je suis rentré dans des formations diplômantes, et ben, j'ai plus jamais ce truc-là, plus jamais lâché ce truc-là. Et maintenant, j'ai quasiment dit que maintenant, c'est moi qui est encore plus diplômé que elle, alors que c'est c'est comme ça, parce que moi, j'ai une énergie de pas lâcher. Et je sais que même quand je tombe, le truc que je veux, je le ferai. Même si on me valide pas là, je repartirai l'année d'après, je repartirai. Et voilà, une détermination folle, quoi. Et ça, et le soutien, je sais que je l'aurai toujours avec elle, quoi. Et elle mettra la tête où il faut pour apprendre de mes erreurs, tu vois. Et ça, je l'en remercie. Et puis, je suis content qu'elle ait préfacé ce beau livre, comme j'ai... Voilà, c'est des fois, elle dit ça, hein, je le connais mieux que toi-même encore, hein, je connais par cœur, quand t'arrivais, je connaissais pas, je savais, je dis, oh ouais, ok. Et puis cet accompagnement, voilà, j'espère que chacun aura cette chance d'être accompagné de quelqu'un. C'est vraiment une chance pour le coup. Qui est quelqu'un qui te ressemble finalement, tu vois. Parce que si tu ne ressembles pas à personne, il y aura ces failles qui s'ajoutent chaque jour, mais des fois il y a des moments de mou et ça fait partie de l'échange, de la synchronisation, Après, on peut très bien se faire sans accompagnement sentimental. Ouais. Tant qu'on est accompagné, moi pour moi c'est toujours la priorité. Il y en a qui vivent bien seul. Hein. Amicalement, ils sont très bien accompagnés, leur famille très bien accompagnée. Ouais. Mais la préface, c'est vrai qu'elle m'avait fait tellement penser à madame, j'ai fait bon, je suis obligé de valider. Je suis obligé d'en parler, de venir et de dire bon, en fait, ça c'est un thème. Ça c'est un vrai thème, on n'en parle pas assez. Bah, c'est bien, en plus on finit sur la beauté, sur le bon, sur l'amour. C'est excellent, les frères. Bah, c'est beaucoup d'amour dans ce livre. Ouais, beaucoup d'admiration pour tous les profils. Ouais. Enfin, en tout cas, moi j'ai ressenti vraiment ton admiration. Ouais, moi j'ai fait avec des gens bien, avec des gens bienveillants, des gens que je connais depuis très longtemps, que j'admirais énormément, des gens que j'ai découverts, qu'on est resté liés d'amitié, et puis voilà, c'est un truc collectif, c'est avant tout le collectif qui prime, et il y a beaucoup de respect dans ce livre. Énormément. Une grosse dédicace à toutes les personnes présentes dans ce livre, en vrai. Voilà. Il y a beaucoup d'histoires très différentes, ce qu'on disait aussi avant qu'on filme, c'est que quand il y a un livre, une biographie d'un succès, de quelqu'un qui a un succès, on dit ah ouais c'est chaud. Puis après on dit ah mais c'est lui. Mais là, il y en a 15. Il y en a 15, 16, et c'est que le tome 1. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu crois pas, peut-être, je dis une bêtise, Kilimandjaro, tu dis, ah, vas-y, moi je vais pas monter une montagne non plus. Bon, en fait, t'as quelqu'un, il est pilote à côté. T'as quelqu'un, c'est un pâtissier. Plutôt un pâtissier, plutôt un photographe. Puis à la fin, tu dis, mais en fait, chacun a réussi à faire FAIRE, ce qu'il a besoin de faire. Voilà. Et je trouve que ce livre est vachement important pour toutes les personnes qui déjà se cherchent, qui ont besoin de ce petit coup de boost avant de se lancer. Ouais. Qui ont besoin de s'inspirer aussi. Qui ont besoin de s'inspirer. Des histoires des unes et des autres. Après l'accomplissement. Ouais, c'est ça. Et qui ont besoin aussi de comprendre certaines notions parce que qu'importe les difficultés que chacun a perdues, que chacun a connues, les adversités, les problèmes, de là où ils viennent et tout, bon, à la fin ils arrivent à la même conclusion, c'est qu'ils ont quand même accompli quelque chose. Exactement. Et donc on en retient des leçons communes, je trouve. Exactement, ce que je disais, le sens du collectif, voilà, on n'est pas parti avec le même GPS. Mais à l'arrivée, ils arrivent tous ensemble, quoi. Avec de la discipline, de la rigueur, de la passion, du travail,
Tout ce qu'on a dit dans ces petits papiers, on va pas commencer à refaire sacrifice, amour et compagnie. Voilà. Le livre sera disponible le 13 mai, si je dis Exactement, pas de un peu sur Amazon, toujours disponible sur mon site mentaldefer.com. Et le 13 mai, il sera aussi sur Amazon. C'est mieux d'aller sur le site, non? Sur le site, c'est mieux parce que ça arrive vite. En 2-3 jours, tu l'as à la maison, dédicacé par moi-même. Voilà, faites attention. Ce collector, il a un certain poids. Je vais pas amener ça à la poste tous les jours. En fait, c'est les gens qui s'occupent de ça. Mais c'est un livre collector. Voilà, une bonne pièce et à un moment, il sera plus disponible sur un format plus petit. Format de poche. Format de poche. Donc, je vous conseille d'aller vite le pêcher. Voilà. Merci énormément pour ce partage littéraire. Merci. Ce partage aussi, cette discussion. Je vais pas te dire qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite parce qu'il y a déjà ce tome. Ouais, c'est ça. Puis il y a sans doute un tome 2. Qui va arriver très vite. Ouais. Donc juste merci. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à vous dire ce que la vidéo vous a inspiré, à récupérer des moments de cet échange qui est vachement important. Dites-nous vraiment si le format vous plaît parce qu'on le fait jamais nous, sur cette chaîne. C'est pas du tout un format, on l'a mis au point. J'ai beaucoup aimé. Pour toi. Ouais. C'est super parce que quand tu m'as dévoilé le concept, j'ai tout de suite adhéré. On le fait quand on y va, let's go. Tu vois. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. T'aurais pu mettre des conneries dans les petits papiers. T'as respecté la thématique, c'est extraordinaire. Non, mais c'est de faire mieux. J'ai une dernière question. Vos parcours les plus inspirants de ce livre ou ce qui vous ont Guillaume Gage, ouais. On salue Guillaume Gage qui est à Los Angeles en ce moment. Voilà, le restaurateur, le Globetrotters. Ça, c'est Guillaume Gage, ça m'a... Wow. Franchement, je me suis dit en fait que pour le coup, tu vois, ce qu'on va dire en fait de toutes les personnes en vrai qui, entre guillemets, sont nées dans des quartiers un peu défavorisés, mais qui ont toujours essayé de se battre, Guillaume Gage, il représente vraiment ça. Il a démarré en n'ayant pas de diplôme dans la restauration, enfin tout ce milieu-là, et il a fini par ouvrir un restaurant à Los Angeles. Avec le partenaire de Jay-Z, et c'est fou. En vrai, j'ai beaucoup aimé l'histoire. Ouais, c'est clair. Moi, ça arrive. Moi, le pilote, ça m'a rendu fou. Ariatis, moi, c'est un peu tout le monde, chacun a sa particularité. C'est vraiment un honneur de partager ses expériences avec tout le monde, et puis je suis fièrement content. Voilà. On va se bouffer des petits moments. Let's go. Allez, finir les moments. Ciao, ciao. Allez, ciao. En mode YouTube. Allez, ciao. Merci les hommes, merci. C'était merci pour tout.